Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le mardi 18 février. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur avec vous, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop éreintés après avoir encore une fois pelleté. Je pense que ça a été l'activité principale hier que d'essayer de dégager soit sa voiture, soit le trottoir en avant de la maison, soit le balcon, la terrasse, bref, appelez ça comme vous voulez. Il y a bien des gens qui étaient à pied d'œuvre, beaucoup de solidarité encore une fois que l'on a pu voir dans les rues. Et soyez patients, soyez prudents parce que peu importe où vous restez, je lisais que ce soit Toronto, Montréal, Québec, même dans l'Est où on a été touché par les tempêtes. Il y aura des jours et des jours à venir pour le déneigement. Ramasser cette neige, tasser cette neige. Donc, il y en a pour un temps. Soyez patients. Soyez prudents encore ce matin dans vos déplacements. Là, il y a certaines intersections où en voiture, ça peut être glissant. Des trottoirs qui, malheureusement, ne sont toujours pas déneigés. Malgré le travail acharné des employés pour essayer de dégager les voies publiques avec ce vent encore hier, ce vent qui était très présent. Il y a des amoncellements qui se sont créés dans les dernières heures. Faisons le point tout de suite sur ces conditions météo avec Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. On va commencer en parlant de ces records qui ont été confirmés au cours des dernières heures dans la journée d'hier. Je voyais ça là. Des records assez vieux d'ailleurs qui sont tombés en termes de chute de neige. Un record vieux de 125 ans à Montréal, une première depuis 1898. Donc, on avait reçu le 19 et le 22 janvier 1898 72,4 cm, exactement ce que l'on a reçu au cours des derniers jours. Donc, record, oui, vieux de 125 ans battu du côté de Montréal. On a aussi les deux tempêtes là, individuellement font partie des tempêtes les plus marquantes depuis 1942. Donc, celle du 13 février, celle du 16 février. On occupe là, celle de jeudi, la 29e place, et celle de dimanche, la 17e place. Donc, quand même, oui, il y en a eu de la neige et oui, ça va continuer d'être compliqué pendant un petit bout de temps. Vous parliez de l'Est du Québec. On était rendu à 73 cm hier soir du côté de Gaspé, 52 dans le secteur de Rimouski. Ouf. Et dans ces régions-là, les vents très forts continuent. Et le vent, parlons-en, parce que les avis de poudrerie ont été levés sur le sud du Québec, mais les vents continuent de demeurer agaçants. Venteux nord-ouest, 30-50 km à l'heure, ça dérange un peu. Ça cause encore de la petite neige là, qui revient graduellement sur les marches qu'on vient de pelleter. Donc, c'est encore le cas pour aujourd'hui. Et c'est pas impossible qu'il y ait des flocons ce matin. Montréal, 40 de probabilité, l'Outaouais aussi. Mais si vous êtes vers les Laurentides, Québec, l'Estrie, ça continue. Faible neige intermittente, 1 centimètre ou 2. Alors, c'est pas complètement terminé. C'est surtout venteux et froid. Et cette tempête-là a un peu scindé le Québec en deux. Le sud et le centre, on est pris avec des températures froides. On est même jusqu'à 8 degrés sous les normales. Et dans l'est du Québec, c'est la douceur qui va s'emparer de ces secteurs-là. On sera au-dessus des moyennes. C'est comme ça pour une bonne semaine encore. Par la suite, là, on aura un petit peu plus la parité côté température. Donc, généralement nuageux, du flocon encore résiduel, venteux. Des températures la nuit prochaine de moins 14 à moins 18. Demain, mercredi, des vents d'ouest, 20-40 km à l'heure. Un petit peu moins qu'aujourd'hui. Donc, lentement, mais sûrement, on va finir par mettre de côté les vents, surtout pour la journée de jeudi. Assez nuageux, quelques éclaircies. Moins 9 à moins 11 pour mercredi. Ce sera autour de moins 6, moins 9 pour jeudi aussi. Vous voyez que ça ne se réchauffe pas. Et les nuages, bien que des fois, ça laisse voir quelques éclaircies, restent quand même dominants. Faible neige également qui se poursuit du côté de l'Abitibi. Ça ne laisse pas d'accumulation significative, mais un maximum de moins 18 seulement aujourd'hui. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, les avis de poudrerie sont toujours en vigueur tôt ce matin. 5 à 7 cm supplémentaires à venir, des vents forts, visibilité réduite. Vers Gaspé, neige et poudrerie également. Sur la Côte-Nord, on aura quelques averses cet après-midi. Les températures vont grimper jusqu'à 4 degrés. En territoire ontarien, beau et froid sur la portion nord. On a un tout petit peu de neige vers Sudbury.
Averses de neige également à venir pour Toronto, 1 centimètre ou 2, c'est venteux du nord-ouest. On a même émis un avertissement de froid du côté de Windsor avec des températures maximales, moins 6, moins 9 degrés dans le sud de l'Ontario, moins 13 à Ottawa, sous un ciel principalement nuageux, quelques flocons. Saisonnier à Vancouver, un peu de bruine, encore extrêmement froid dans les prairies, sous avertissement. Soleil quand même assez présent. Températures maximales qui varieront entre moins 19 et moins 29 aujourd'hui. Et on passera au-dessus de zéro dans l'ouest vers la fin de la semaine. Bon, j'en ai eu un petit peu de neige dans le visage en pelletant hier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il ne fallait pas pelleter contre le vent. Non, puis les bancs de neige sont tellement hauts qu'on lance la neige, ça nous revient tous dessus. Ça devenait difficile. C'est ça. Hein? OK, on va... Et j'en ai encore un peu à pelleter aujourd'hui, alors Je vous accompagnerai là-dedans aussi. Parfait, merci Véronique. Bonne journée. Olivier Pellerin se joint à nous pour les sports. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, le Canada qui a confirmé sa place lors de ce tournoi de la confrontation des 4 nations en battant hier après-midi la Finlande. À 13h. À 13h. Et finalement, est-ce que vous avez fait un choix? Vous avez choisi la sieste? J'ai choisi la sieste. Je pense que c'était la combinaison de l'horaire du matin et de l'épuisement de voir trop pelleter. Ça m'a eu, mais j'ai regardé la 3e, mais je pense que c'était comme peut-être la période à regarder. Oui. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Celle où il y a eu de l'adversité pour le Canada. Parce que le Canada s'est vite imposé dans le match. 3 buts en première période, même en deuxième période. Nathan McKinnon qui a marqué son 2e du match pour faire 4-0. Le gardien Kevin Lankinen a été donc chassé de la rencontre du côté de la Finlande. C'est Jussi Saros qui a pris le relais. Et effectivement, en 3e période, les Finlandais, avec moins de 7 minutes à faire, ont montré les dents avec 3 buts. Esa Lindell, mais surtout Mikael Backlund, 2 buts en 23 secondes alors que le gardien était au banc des Finlandais. Et comme ça, c'était vite devenu 4-3. Oh oui, c'est intéressant. Là. Exactement. Et les partisans canadiens, il faut dire qu'on était à Boston, mais il y en avait plusieurs dans les gradins qui avaient fait le voyage du côté de Boston. On commençait à être nerveux un peu parce qu'à l'issue de ce match, une victoire en temps réglementaire, c'était une place assurée pour le Canada en finale. Et on se demandait, est-ce qu'on va échapper ça en fin de rencontre? Et il y a le capitaine Sidney Crosby qui s'est levé et qui est allé d'une bonne mise en échec avant de récupérer la rondelle en zone neutre. Et il a marqué dans un filet désert pour donner la victoire au Canada 5-3. Et donc, c'est confirmé. Le Canada disputera jeudi la finale de la confrontation des 4 nations face aux États-Unis. Hier, ça a été un bon match pour le Canada. Dans l'ensemble, il y a eu des petits remaniements de trio. Nathan McKinnon qui a été encore une fois très bon. Première étoile du match hier avec ses 2 buts. Connor McDavid aussi avec un but et une passe. Donc vraiment, là, les gros canons ont répondu hier à l'appel et ils étaient prêts dans le vestiaire. On avait dit que la grande motivation, c'était justement cette revanche possible jeudi face aux Américains. On sait que ça a bardé dans le match entre les deux équipes. Donc voilà, belle victoire pour les Canadiens. Et ça, j'haïs pas ça. Les Américains ont perdu contre les Suédois. Oui. Donc, peut-être que ça va miner un peu la confiance avant la grande finale de jeudi. Bien, surtout, la grosse question, c'est qui pourrait être de l'alignement. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été laissés de côté, entre autres Matthew Tkachuk, qu'on avait laissé de côté, Austin Matthews aussi, Charlie McAvoy. Comme on était assuré d'une place en finale, de toute façon. Exactement. On parle quand même de blessures, parfois haut du corps, bas du corps. Okay. Vous choisirez votre joueur et votre blessure. Mais c'était probablement, effectivement, pour les reposer parce que le match n'avait aucune utilité face à la Suède. On a quand même amené, entre autres, Chris Kreider dans la formation qui a marqué pour les Américains l'unique but. Mais c'est vrai que c'était la première et la seule défaite des États-Unis dans ce match. Et là, ce sera vraiment intéressant de voir aussi quel sera l'état de santé de Brady Tkachuk. Parce que le frère de Matthew était dans la formation. Il s'est blessé hier, n'est pas revenu au jeu, donc n'a pas disputé les 2 dernières périodes. On dit qu'il devrait être de retour. C'était par mesure préventive qu'on l'a retiré du match. Est-ce qu'on a voulu faire un peu la même chose que ceux qu'on a gardés sur le banc pour le début de la rencontre? Peut-être. Mais ce sera intéressant de voir qui pourrait être de la formation et qui sera à 100% dans ce match de jeudi. Donc, cette finale de la confrontation des 4 nations qui est très attendue. Oui. On voit là, que le niveau d'intensité augmente et le point culminant, ce sera jeudi avec les partisans canadiens et américains qui s'affronteront aussi dans l'amphithéâtre pour encourager les deux équipes. J'espère qu'il n'y aura pas d'affrontement physique quand même parce qu'on sait que des fois, ça peut brasser. Ne le souhaitons pas. Profitons du sport. Puis on verra s'il y a des miracles de la médecine qui vont faire en sorte que toute l'équipe américaine sera en mesure de jouer. Merci beaucoup, Olivier. Salut, bonne journée.
Jean-Philippe Robillard maintenant se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on va parler de cette délégation de hauts responsables russes et américains qui se rencontrent aujourd'hui à Riyad, c'est en Arabie Saoudite, pour discuter de la guerre en Ukraine. Oui. C'est la première rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays. Ils mettent la table donc pour ce sommet, préparer ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Oui, c'est un sommet qui pourrait avoir lieu assez rapidement, Mathieu, entre les deux hommes. Donc aujourd'hui, pour préparer cet éventuel sommet, donc il y a des délégations russes et américaines qui se rencontrent et ceux qui vont négocier, ceux qui seront à la table des négociations, du côté américain, il y a le secrétaire d'État Marco Rubio, il y a également le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Mike Waltz, et il y a également l'envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, alors que du côté russe, ça sera le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, et un conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et quel est l'objectif de cette rencontre? C'est vraiment de rétablir les relations, Mathieu, entre Moscou et Washington, mais également de poser les bases, on le disait tantôt, donc d'une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. D'ailleurs, selon le département d'État américain, les pourparlers d'aujourd'hui, là, ça fait suite à l'entretien téléphonique qu'ont eu les deux présidents la semaine dernière et durant laquelle les deux hommes ont convenu, ont dit souhaiter une rencontre, un face-à-face en personne, ce qui ne s'est pas fait depuis plusieurs années. Oui, et donc, que veulent les Russes et les Américains à l'issue d'un tel sommet? La Russie espère que les discussions vont permettre de mettre fin au conflit, mais également de sortir gagnant, de pouvoir conserver une partie du Donbass, mais également des territoires qui ont été conquis depuis le début de la guerre. Moscou souhaite également que la Crimée soit reconnue comme un territoire russe et elle souhaite aussi, Moscou, la garantie que l'Ukraine, c'est ça le nerf de la guerre, n'adhère pas éventuellement à l'OTAN, alors que du côté des États-Unis, ce qu'on veut, c'est que le conflit cesse, parce que ça coûte cher au Trésor américain. Là, depuis le début de la guerre, il y a des milliards de dollars qui ont été engloutis en armement. Et ce qui est intéressant, il faut dire que tous ces pourparlers qui se déroulent aujourd'hui en Arabie Saoudite, Mathieu, ça se déroule sans l'Ukraine parce que les représentants de l'Ukraine n'ont pas été invités à participer à ces discussions-là, tout comme d'ailleurs les représentants des pays européens. C'est ce qui inquiète d'ailleurs plusieurs pays européens. Ça inquiète. Qu'est-ce qui sera discuté? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça, mais également inquiet par ce sommet entre le président russe et le président américain. Oui, et discuter de l'avenir de territoire, mais au sujet de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une réunion d'urgence justement sur l'Ukraine. Ça a eu lieu à Paris. Oui, à l'initiative du président Macron, qui tente, Mathieu, d'établir une stratégie commune des pays européens dans ce dossier-là. Et il y a le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a répété hier, qui l'a encore dit, qu'il n'y a aucun accord qui peut être conclu en son nom s'il n'est pas présent. Le problème, c'est que les États-Unis disent aujourd'hui des choses qui sont très agréables pour Poutine. Je pense que c'est là que réside le problème, parce qu'ils veulent lui faire plaisir. Et est-ce que vous savez pourquoi? Pour pouvoir se rencontrer et pour pouvoir obtenir un succès rapide. Mais ce qu'ils veulent, un simple cessez-le-feu, ce n'est pas un succès. Nos frontières ont été violées. Bien sûr, nous allons tout récupérer. Le respect du droit international reviendra. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Nous ne signerons pas n'importe quoi pour obtenir des applaudissements. Non, car il en va du destin de notre État, et ce pour des générations. Alors, c'est assez clair. C'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a également déploré aujourd'hui que les États-Unis souhaitent faire plaisir à Vladimir Poutine avec ces discussions-là. Et de son côté, il y a le président Poutine qui a dit, Mathieu, qu'il était prêt à négocier avec son homologue ukrainien si jamais c'était nécessaire. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est l'heure de retrouver Gabriel Lemarquand-Perrault dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Oh, le Parti libéral du Canada qui perd un poids lourd. La ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, ne sera pas candidate aux prochaines élections fédérales. C'est ce que révèle ce matin le collègue Louis Blouin. Et selon une source libérale, elle doit en faire l'annonce cette semaine. Pascale Saint-Onge souhaite se consacrer davantage à sa famille, mais elle souhaite quand même aller jusqu'au bout de ses mandats de députée et de ministre. Elle a été élue à la Chambre des communes en
2021 et elle dévoilera sous peu sa proposition pour moderniser le mandat de CBC et Radio-Canada, alors que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, lui, s'est engagé à définancer CBC, mais à continuer de soutenir les services français de Radio-Canada. D'ailleurs, parlant de M. Poilievre, il en est question dans les journaux ce matin. En fait, plusieurs chroniqueurs reviennent sur son discours samedi, ici même à Ottawa, dans un rallye préélectoral. C'est le cas de Josée Legault dans le Journal de Montréal ce matin, qui, elle, dit dans un discours fleuve et droit debout devant un gigantesque drapeau canadien, Pierre Poilievre s'est présenté comme le nouveau capitaine Canada. Or, à 3 semaines du couronnement de Mark Carney comme successeur de Justin Trudeau et premier ministre du Canada, la métamorphose du chef conservateur est aussi électoraliste qu'elle est factice et tardive. Même chose dans la presse, alors que Paul Journet, lui, pose comme question comment vous positionnez comme étant le meilleur pour affronter Donald Trump quand une partie de vos partisans l'admire et quand votre rival vous compare à lui. Voilà le défi du chef conservateur Pierre Poilievre, écrit Paul Journet dans les pages numériques de la presse. Et le temps file pour le NPD, le nouveau Parti démocratique, et ça, Mathieu, c'est la une ce matin du National Post. Le NPD, le parti en perte de vitesse, tente d'éviter l'extinction pour des stratèges, des anciens collaborateurs aussi du parti. Ça signifie qu'il faut reconsidérer le chef conservateur Pierre Poilievre comme étant maintenant la plus grande menace pour le chef du NPD, Doug Meeting. Maintenant, dans la presse de ce matin, un dossier qui nous parle du fait que près d'un cégepien sur 2 est touché par l'insécurité alimentaire. Au cégep, plus de 4 élèves sur 10 vivent une forme d'insécurité alimentaire et c'est ce que révèle une étude inédite obtenue par la presse, étude réalisée par les chercheurs François Régimbald et Éric Richard. Les chiffres sont choquants, disent les chercheurs. L'insécurité alimentaire, c'est en quelque sorte l'angle mort du réseau collégial. L'étude a été réalisée l'automne dernier. La collecte de données s'est effectuée dans 6 cégeps de taille et de régions différentes. Au total, 2127 élèves ont répondu aux questionnaires sur leurs habitudes alimentaires des 3 mois précédents. Maintenant, éducation toujours, baisse des demandes d'admission d'étudiants étrangers dans les universités du Québec. Et j'ai lu ça ce matin, Mathieu, dans Le Devoir, alors que Québec n'a même pas encore rendu public les plafonds d'étudiants étrangers dans les universités. C'est un texte de la presse canadienne ce matin relayé dans Le Devoir. Et c'est ce qui se dégage de réponses obtenues par la presse canadienne qui a cherché à savoir auprès des universités accueillant les plus fortes proportions d'étudiants étrangers si la seule menace d'imposer des plafonds avait déjà eu un impact avant que ceux-ci ne soient annoncés. Et selon les données de l'Institut de la statistique du Québec croisées avec celles du ministère de l'Éducation, les 19 universités québécoises accueillent un peu plus de 56 000 étudiants étrangers. Ça représente environ 18 % de la population étudiante. Et puis au Québec, il y a des policiers qui relâchent la lutte contre l'alcool au volant. Dossier très intéressant sur le site des Coops de l'information ce matin. À travers le Québec, des policiers débordés par les appels et ralentis par la lourdeur administrative témoignent d'un relâchement de la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies. Un policier de la Sûreté du Québec qui a requis l'anonymat dit en entrevue avec les Coops de l'information la répression pour l'alcool au volant, c'est devenu maintenant secondaire. Alors, les Coops qui ont recueilli le témoignage de 8 policiers dans 5 régions du Québec différentes et ces témoignages offrent un portrait assez détaillé de la lutte contre l'alcool et la drogue au volant, mentionnent les Coops de l'information. Un autre policier de la SQ lui dit « On ne se clenche pas une balloune quand le shift est sur le bord de finir. Oui, il y a des policiers qui préfèrent baisser les yeux. » Alors, et les statistiques du gouvernement parlent d'eux-mêmes, Mathieu. En 10 ans, environ 4000 conducteurs de moins ont vu leur permis de conduire suspendu à la suite d'une infraction liée à la conduite avec les facultés affaiblies. C'est une baisse de plus de 25 % entre 2013 et 2023. À lire dans les Coops de l'information. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. On va revenir maintenant sur cet accident. Vous avez certainement vu les images assez spectaculaires impliquant un avion de la compagnie Delta qui était en provenance de Minneapolis et qui s'est posé hier à l'aéroport Pearson de Toronto, qui s'est retrouvé donc renversé. L'affaire a fait au moins 18 blessés à l'aéroport. Ça s'est passé donc en milieu d'après-midi vers 14h30. On va joindre ma collègue, la journaliste Sarah Tomlinson, qui est en route justement ce matin vers l'aéroport Pearson de Toronto. Bonjour Sarah.
Bonjour. Alors, d'abord, revenons un peu sur ce qui s'est passé, refaisons le fil des événements, puis est-ce que ce matin, il y a encore des impacts sur les départs et les arrivées à Pearson? Bon, les vols de départ et d'arrivée ont tous repris à l'aéroport vers 17 h. Je rappelle que les 76 passagers et les 4 membres du personnel du vol Delta ont été sortis. Plusieurs passagers ont été amenés aux hôpitaux locaux. On parle d'au moins 18 blessés, comme vous l'avez mentionné tantôt. De nombreux vols qui devaient atterrir à Toronto lundi après-midi hier ont été déroutés vers des aéroports avoisinants, notamment l'aéroport international Montréal-Trudeau, qui a accueilli une dizaine de ces vols qui, pour la plupart, sont repartis vers Toronto dans les heures après l'accident. Des vols ont également été déroutés vers les aéroports d'Ottawa, de Hamilton et de Québec, entre autres. À l'aéroport Pearson, tous les avions ont été cloués au sol pendant environ 2h30. Voici quelques exemples de voyageurs qui ont été touchés par cet accident à l'atterrissage. On était sur le vol de 11 h, puis on nous a jamais expliqué pourquoi on n'a pas été capable d'embarquer sur ce vol-là. Puis il y a eu un autre vol à 14 h qui est parti, qui est arrivé, un autre vol à 16 h. J'en ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui se passe exactement. Mon vol était hier de Moncton à Edmonton, mais j'ai pas pu me rendre. Je suis pris ici, ça fait presque 2 jours, là, puis je sais pas ce qui va arriver avec ça, là. Oui, c'était pas évident pour ces passagers, en plus, évidemment, de ce mauvais temps. Et est-ce que, justement, ça peut expliquer ce qui s'est passé, ce mauvais temps? Comment on explique cet accident? Pour l'instant, les causes de l'accident sont encore inconnues. Lors d'un court point de presse lundi soir, la PDG de l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Deborah Flint, a déclaré que la vie d'aucun occupant de l'appareil n'était menacée, mais elle n'a pas offert de détails sur les circonstances de l'accident. Elle a par ailleurs refusé de répondre aux questions des journalistes. Donc, pour le moment, on n'en sait pas trop sur les causes de cet accident. Pourtant, le chef des pompiers de l'aéroport Pearson, Todd Akin, a déclaré lundi soir que la piste d'atterrissage était sèche et qu'il n'y avait pas de vents latéraux au moment de l'accident. Mais quand même, il y avait des bourrasques soufflant à plus de 60 km de l'heure qui ont été enregistrées dans la région, déplaçant la neige qui s'était accumulée durant la fin de la semaine. Donc, pour l'instant, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a lancé une enquête pour faire la lumière sur ces événements et l'Agence américaine de la sécurité a indiqué qu'elle y contribuera aussi. Voici l'expert en aviation civile, Jean Lapointe, sur cette enquête. Il y avait un vent traversier important avec des bourrasques de vent, donc des changements de vitesse du vent quand même significatifs, là, entre 40 et 70 km à l'heure. Moi, je pense que le vent pourra avoir été un élément contributif, mais est-ce que l'avion était en phase de remontée puis a manqué de puissance? Est-ce qu'un des trains d'atterrissage s'est affaissé? Est-ce qu'un pneu a crevé? Ce sont tous des éléments qui seront quand même relativement simples pour les enquêteurs. Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, l'enquête pourrait s'échelonner sur plusieurs jours. Donc, c'est sûr qu'il faudra attendre cette période de temps avant d'avoir des résultats pour pouvoir identifier et comprendre les causes de cet accident. Oui, Sarah Tomlinson en route vers l'aéroport Pearson de Toronto. Un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? Le gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec.